moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, la chronique politique de ce grand journal à suivre en vidéo, notamment sur nos pages Facebook et Twitter. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Comme tous les lundis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On démarre Alexis avec la réforme des retraites dont le débat parlementaire a démarré aujourd'hui. Elisabeth Borne a annoncé hier dans le journal du dimanche des concessions, en particulier sur les carrières longues. Est-ce que ça sera suffisant selon vous Alexis pour obtenir en particulier le soutien des députés LR ? Nous n'avons pas le secret de la Providence. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans les jours qui viennent, mais c'est vrai que si l'on suit la plupart des commentaires politiques qui émanent, disons, des meilleures rédactions ce matin, ça paraît tout de même serré. Non pas que les concessions ne soient pas remarquées par un certain nombre d'adversaires modérés, comme d'ailleurs ce député socialiste que nous venons d'entendre, ils ont pris note des concessions de la Première ministre. Néanmoins, on est dans un moment, vous voyez bien, un petit peu gigantomachique, entre guillemets, où les camps sont en présence, et au fond, il y a deux idéologies granitiques qui se font face, celle de la réforme transformationnelle obligatoire, le macronisme et ses alliés de circonstances ou plus profonds, et celle du refus plus de principe syndical, disons, notamment... Quelles que soient les concessions. Voilà, quelles que soient les concessions d'une réforme qui, c'est vrai, touche à un des socles, on va dire, de l'être commun français, qui était fondé sur l'idée que, au fond, les socialistes, les communistes, en 1981, avaient réduit le temps de travail, mais aussi pour porter la retraite à un âge, entre guillemets, acceptable, et que là, nous sommes entraînés dans un processus, pour les adversaires de la réforme, absolument inacceptable. Donc, vous voyez bien que c'est compliqué. Et puis, par ailleurs, il y a les incertitudes sur ce qu'on peut appeler, du point de vue d'Emmanuel Macron, je ne dis pas que c'est mon point de vue, les traîtres de comédie, c'est-à-dire des gens de droite, par exemple, qui disent « Oh oui, on est pour vous », puis qui, au dernier moment, vont mesurer que les études d'opinion sont plutôt extrêmement défavorables à la réforme telle qu'elle est présentée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et donc se rallier à la doxa, à la vox populi, à la majorité. Notamment localement, on prend en compte aussi la sociologie voilà. de son ça, je électorat. pense que c'est un scénario, ce que je comprends, c'est que c'est un scénario qui, dans l'entourage d'Elisabeth Borne, est envisagé comme crédible, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes, notamment parmi les élus LR, se disent « Mais finalement, pourquoi m'embringuer dans un vote tellement impopulaire en circonscription, je vais avoir des retombées négatives ?» Et d'ailleurs, j'allais dire dans le scénario catastrophe, il faut tout envisager en politique, ils envisagent aussi qu'un certain nombre de parlementaires LREM, Renaissance, ne soient pas le petit doigt sur la couture du pantalon et se disent « Mais finalement, j'ai mon autonomie de parlementaire, ce qui est absolument vrai, et je ne suis pas obligé de voter, je peux m'abstenir, je ne suis pas obligé de voter pour ce texte. » Donc vous voyez, et puis, Eva vient de le rappeler, il y a les 30 000 amendements, c'est considérable, c'est considérable. Donc ça veut dire des jours entiers de négociations, de délibérations qui seront à la fois passionnantes, mais aussi très âpres, vraisemblablement. Alexis, si l'exécutif obtenait finalement une majorité au Parlement, serait-ce pour autant la fin du mouvement social alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue demain ? Alors, moi je ne juge pas, là nous décrivons ensemble des réalités politiques, je sais qu'un certain nombre de personnes d'ailleurs sont dans la Macronie, s'en affligent et s'en désolent, mais aussi s'en irritent profondément. Par la voix de son secrétaire général, la Confédération Générale des Travailleurs, donc la CGT, grande centrale syndicale, liée historiquement au Parti communiste, mais enfin dont l'espace d'influence aujourd'hui est plus large, Philippe Martinez a donc expliqué d'ores et déjà que quoi qu'il arrive, et quand bien même le texte serait-il adopté par l'Assemblée nationale dans les jours qui viennent, on continue, parce que, ajoute-t-il, l'on considérera que c'est un texte qui a été voté contre l'avis majoritaire des citoyens et des citoyennes. Malgré la majorité parlementaire, donc. De ce pays. Alors oui, mais c'est très intéressant. Moi, je ne juge pas, mais il faut être lucide, il faut décrire objectivement ce qu'il en est. Cela veut dire que pour certaines centrales syndicales, qui ont peut-être raison par ailleurs de s'y opposer, mais le vote, la légitimité d'un vote représentatif de l'Assemblée nationale, les députés sont les représentants légitimes, légaux et légitimes du peuple français. Donc c'est une attaque contre une remise en cause de la démocratie représentative. En tout cas, dans le camp macronien, là, vous voyez, il faut voir tous les aspects d'une situation. On n'a pas tort de dénoncer ça comme une attaque du caractère légitime de la démocratie représentative. C'est-à-dire si à partir du moment où un texte est voté, on considère qu'il n'a pas force de loi, qu'il est illégitime, etc., ça veut dire que d'une certaine manière, on relativise
et le suffrage universel et son expression par la représentation nationale qui a de toute façon toute sa légitimité. Donc c'est intéressant, mais ça prouve bien aussi, si on revient à un commentaire plus politicien, qu'il y a là, si vous voulez, un clivage très profond qui n'est probablement pas prêt d'être dénoué. Et vous savez, moi je sous-estime jamais les acteurs politiques, je ne les prends pas pour des imbéciles. Emmanuel Macron sait très bien que la situation est compliquée et tendue, il prie sans doute à sa manière, mais il sait que ça peut coincer. Évidemment, il n'est pas absurdement, contrairement à ce qu'on entend toute la journée, il n'est pas enfermé dans ces raisonnements de technocrate néolibéral. Il est plus intelligent que cela. Et on verra ce que donneront ces prières. Voilà. Autre sujet de la chronique du jour, Alexis, selon la dépêche du Midi, Emmanuel Macron justement songerait à une nouvelle réforme institutionnelle. Celle-là, le chef de l'État envisagerait une nouvelle division des grandes régions nées de la réforme de 2015 menée par François Hollande. On évoque la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Quel message politique enverrait une telle réforme, Alexis ? Alors, c'est à prendre dans une séquence. Comme vous le savez, vous le savez parce que vous êtes très informé, mais le président de la République est en difficulté, objectivement. Ça n'a échappé à personne. Ça n'a échappé à personne. Et, j'allais dire, il resserre les rangs autour de lui. Ça tombe bien, j'allais dire, du Parti socialiste réformiste à la droite canal historique LR, il y a au fond un consensus assez large en faveur de sa réforme. Et donc, il resserre les rangs aussi en consultant. Vendredi, c'était sans doute assez tendu autour des assiettes, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, mais c'était sans doute assez tendu. Il était avec son prédécesseur et ancien ami, François et mentor et ami François Hollande. Ils ont parlé justement des perspectives et il va, je crois, demain, pendant la grève, rencontrer Nicolas, son ami Nicolas, avec lequel les relations sont plus affectueuses et plus chaleureuses, son ami Nicolas Sarkozy. Il explique, et on comprend très bien la démarche, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il y a deux branches. En une petite minute, Alexis. En une petite minute. Cette réforme des retraites, explique l'Élysée, sera la dernière du premier quinquennat. Donc on est encore en quelque sorte dans le monde d'avant, le monde du premier quinquennat. Le second commencera avec les réformes véritablement transformatrices de la société française. Je vous passe sur le mécano institutionnel, on n'a pas de temps. L'idée qui est en train de germer à l'Élysée, je pense qu'il l'atteste auprès de gens comme François Hollande, grand partisan, comme vous le savez, d'un nouvel acte de la décentralisation. C'est que les régions telles qu'elles ont été dessinées, d'ailleurs par l'ancien président de la République lui-même, il l'a avoué, peut-être un peu rapidement, sont des mastodontes. La Nouvelle-Aquitaine, qui est énorme. L'Occitanie, qui est une très belle région, mais qui est énorme. Ça va du Gers aux frontières de la Lozère, etc. Ce sont des régions très grandes, très larges, très élargies. Évidemment, Auvergne-Rhône-Alpes. Très grande aussi. Entre Clermont-Ferrand et le fin fond de la Savoie, vous n'avez pas forcément de très grande proximité. Donc toutes ces régions-là sont des côtes trop larges, un peu comme un vêtement, vous savez, dans lequel un individu va flotter. Et donc Macron a compris, là aussi, ne prenons pas Macron pour un imbécile, pour un autiste, il a compris qu'il y avait un problème de représentation du peuple français depuis les Gilets jaunes. Et que veut-il ? Il veut rapprocher les gouvernances des populations. La meilleure façon, à ses yeux, on en termine par là, de rapprocher les gouvernances des populations, c'est on va très très vite ensemble, de reconstituer ce que furent les anciennes provinces. Non pas par passéisme, je vous rassure, il ne s'est pas converti à l'idéologie chouane de Philippe de Villiers. Alexis, il faut terminer. Non, mais juste pour qu'il y ait des représentations régionales, plus à échelle humaine, et que chacun puisse se reconnaître dans la région Languedoc, dans la région Alsace, dans la région Lyonnais, etc., dans la région Savoie, et c'est vers ça qu'on va probablement. Merci. C'est une réponse à la crise démocratique qui travaille la société française. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Steve.